Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. La Chine va devenir bientôt le premier grand pays à lancer officiellement une crypto-monnaie. Cette nouvelle monnaie virtuelle va d'abord être expérimentée dans 4 villes. En quoi cette monnaie est-elle différente des monnaies virtuelles déjà existantes comme le Bitcoin et dirige-t-on vers un monde sans argent liquide? Comment protéger l'anonymat et la vie privée des consommateurs? Et alors que les crypto-monnaies sont sur l'agenda officiel d'un grand nombre de pays, y aura-t-il une révolution profonde du système financier international? Aujourd'hui, nous allons discuter de toutes ces questions avec notre invité, M. Ding Yifan, chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bonjour, M. Ding Yifan, bienvenue dans notre émission. Bonjour. Alors, d'abord, peut-on dire que cette crypto-monnaie nouvellement annoncée est une version de Bitcoin version chinoise? Non, le Bitcoin est une crypto-monnaie développée par des particuliers et qui n'est pas soutenue par une banque centrale, alors que cette fois-ci, la crypto-monnaie du renminbi, donc de la monnaie chinoise, est équivalente de l'argent comptant de yuan chinois. Donc c'est une monnaie électronique mais soutenue par la Banque centrale de Chine. Donc, la Banque populaire de Chine, c'est la Banque centrale de Chine. Donc c'est différent. En plus, le Bitcoin ne peut s'appliquer qu'à des commerces particuliers, parce que il n'est pas utilisé à grande échelle, alors que cette fois-ci, le renminbi électronique, une fois mis en application, aura un grand usage à l'échelle nationale. Donc ça a commencé par 6 grandes villes, mais ça va se développer partout en Chine. Ça va devenir la version électronique de la monnaie officielle. Donc c'est vraiment en quelque sorte une monnaie réelle, mais d'une d'une forme électronique. C'est ça. Mais on sait qu'en Chine, il y a beaucoup de monde qui utilise déjà des paiements en ligne comme Alipay, comme WeChat. Donc, quelle est la relation entre cette monnaie électrique et les moyens de paiement électriques déjà existants? En fait, il y a des différences et des similitudes. En fait, dans Alipay et WeChat Pay, vous avez une espèce de porte-monnaie, là où vous pouvez mettre votre monnaie, et sans intérêt, et ça sert comme de l'argent liquide. Vous pouvez payer en comptant, tandis que la monnaie électronique, le yuan électronique, est comme l'argent réservé dans la porte-monnaie. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Et tandis que dans Alipay et WeChat Pay, lorsque vous avez épuisé votre porte-monnaie, vous avez un compte bancaire qui est allié à cela. Donc, vous devez payer sur votre compte bancaire. Tandis que là, pour le paiement électronique de yuan, non. Vous avez de l'argent liquide dans votre monnaie, vous pouvez le payer, et si vous avez épuisé votre porte-monnaie, vous n'avez pas de quoi payer. C'est tout simplement ça. Alors, si j'ai bien compris, si on le met sur un niveau macroéconomique, pour voir ça plus simple, c'est-à-dire que l'État va remplacer une partie d'argent, c'est-à-dire les masses de liquide de l'argent qui va être imprimé par de l'argent électrique. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Au lieu de payer par papier-monnaie, vous allez payer par le moyen électronique. Mais c'est équivalent. On sait qu'il est annoncé aussi cette fois par la Banque populaire de Chine que à partir du mois de mai, dans certains secteurs, une partie des salaires d'une partie de la population va être donnée sous la forme de crypto-monnaie. Donc comment cela va changer notre vie et est-ce que éventuellement on va vraiment entrer dans une société où il n'y a pas d'argent liquide?
Non, ce n'est pas de l'argent liquide, mais c'est toujours de l'argent liquide. Il ne faut pas oublier que la société humaine a traversé des périodes différentes où l'argent liquide a pris des formes diverses. Au départ, nous avons payé comme argent liquide avec des coquillages, des coquilles. Et puis plus tard, on a fabriqué des pièces métal comme argent liquide, donc payer comptant, etc. Dans une période beaucoup plus récente, nous avons inventé papier-monnaie, donc c'est de l'argent liquide sous la forme de papier, que nous utilisons toujours des billets de notes. Bon, des billets de notes, ce sont des papiers, donc. Et jusqu'à maintenant, ce sont des billets de notes, des papiers qu'on utilise comme argent comptant. Donc dans l'avenir, argent comptant ne sera plus sous forme de papier, mais sous forme de paiement électronique réservé dans votre téléphone mobile. Mais je pense qu'il y a des gens qui refusent d'utiliser le portable, donc le téléphone mobile. Pour cela, l'argent papier reste toujours valable. Le papier, le billet de notes, sera toujours leur moyen de paiement. Et on ne peut pas forcer les gens à utiliser le téléphone mobile. Mais pour ceux qui possèdent un téléphone mobile, le paiement électronique sera très commode. Apparemment, il y a de cette électronisation de la monnaie. Par exemple, on peut voir que certains délits comme le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme seront mieux contrôlés. Mais en même temps, comment on va protéger l'anonymat et la vie privée des consommateurs? Cette fois-ci, le crypto-monnaie yuan est complètement anonyme. Parce que si vous allez utiliser Alipay ou le WeChat Pay, d'abord, c'est du non réel. Vous devez ouvrir un compte WeChat ou un compte Ali, etc. Mais le compte est vérifié, donc c'est au non réel. Donc, pour assurer la sécurité de transaction, de paiement, etc., il faut que vous soyez une personne réelle. Donc, dans ce cas-là, Alipay et WeChat ne protègent pas votre anonymat. Tandis que le crypto-monnaie yuan est complètement anonyme. Parce que c'est comme de l'argent liquide. Vous payez comme avec de l'argent liquide sur votre téléphone mobile. On ne vous demande pas de votre nom. C'est comme du cash. Par exemple, dans certaines provinces de Chine, on va commencer à délivrer et à distribuer des salaires sous forme de crypto-monnaie. C'est-à-dire que, comme si dans l'ancien temps, le salaire est toujours distribué sous forme de cash, sous forme de billets de notes. Tandis qu'aujourd'hui, de plus en plus, le salaire est distribué sous forme d'une somme d'argent délivrée directement sur votre compte bancaire. Tandis que là, on revient à l'ancienne forme, c'est-à-dire qu'on va vous verser de l'argent liquide, comme on dit, mais cette fois-ci sous forme crypto-monnaie et sur votre portable. Et c'est beaucoup plus facile. C'est comme de l'argent liquide, mais réservé dans votre téléphone mobile. Mais justement, voilà. Parce que si on verse de l'argent, par exemple, sur votre portable, il n'y a pas l'anonymat, c'est-à-dire qu'on sait exactement qui vous êtes et combien d'argent vous avez reçu. Et si, par exemple, le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme peuvent être contrôlés, comment assurer qu'il n'y a pas une exagération d'utilisation de contrôle sur la vie quotidienne des personnes? En fait, le risque n'est pas là. Le risque n'est pas sur le portable. C'est comme si vous mettez de cash, vous mettez de l'argent liquide dans votre porte-monnaie et vous allez perdre votre porte-monnaie. Quelqu'un le ramasse, c'est à lui l'argent liquide.
Tandis que le crypto-monnaie, c'est un peu sous cette forme-là. Si vous allez perdre votre téléphone mobile, quelqu'un le ramasse, si quelqu'un, par coïncidence, arrive à ouvrir, à réallumer votre portable, il devrait probablement prendre l'usage de votre argent crypto-monnaie. C'est comme si quelqu'un a ramassé votre porte-monnaie. Il peut aussi utiliser l'argent liquide dans votre porte-monnaie. C'est la même chose. Tandis que Alipay et WeChat, c'est plus délicat parce que vous n'arrivez pas à utiliser directement cet argent. Et ça demande beaucoup de choses, par exemple code ou votre empreinte digitale. Mais c'est autre chose. Donc, c'est-à-dire que le Voilà. téléphone portable sert simplement comme une porte-monnaie pour contenir de l'argent. C'est ça. Oui. Oui. Alors, mais comment expliquer cette tendance? Vous avez expliqué tout à l'heure que l'être humain a passé plusieurs étapes, de différentes formes de monnaie ont été inventées dans l'histoire. Et comment, à ce moment-là, on voit qu'il y a une sorte de compétition, si je peux dire, je ne sais pas si je suis précise là-dedans, dans le monde pour lancer des crypto-monnaies. Pourquoi il y a cette tendance? Est-ce que c'est une étape obligatoire pour l'être humain, selon vous? Parce que la technologie électronique joue un rôle de plus en plus important dans notre société. Donc la télécommunication nous lie tous ensemble. La télécommunication commence à pénétrer tous les secteurs de la vie quotidienne. Donc le paiement, l'argent liquide, etc., c'est dans le domaine de paiement. Donc la télécommunication a entré aussi dans le domaine de paiement. Le paiement, donc l'argent liquide sous toutes sortes de formes, est un moyen important dans la société humaine pour l'échange de toutes sortes de choses. Pour l'échange du travail, pour l'échange des biens, pour l'échange des marchandises, etc., etc. C'est un intermédiaire. L'intermédiaire a traversé des formes différentes. L'intermédiaire de paiement, de règlement, etc., a connu des formes différentes. C'était dans la société primitive des grosses pièces. Puis dans une société plus récente, ça a connu des formes de pièces métal précieuses, etc., etc. Mais dans une période plus récente, c'est du papier. Mais pour essayer d'éviter des faux monnaies, etc., on a essayé d'y ajouter beaucoup d'éléments technologiques dans les billets de notes, dans les papiers monnaies, pour faire que la falsification soit très difficile à réaliser. Mais tout de même, on sait qu'avec les moyens les plus sophistiqués de fabrication des papiers-monnaies, il y a toujours des falsifications. Tandis que le paiement électronique, jusqu'à maintenant, est devenu plus sophistiqué dans ce domaine-là. Il serait difficile de falsifier d'abord des monnaies électroniques, des crypto-monnaies. Mais il faut quand même faire attention, comme vous avez mentionné tout à l'heure, de protéger ces monnaies pour que cela ne soit pas utilisé par quelqu'un qui ramasse votre portable. Il y a encore des choses à faire là-dedans. C'est ça, mais c'est un pour et contre, parce qu'avec Alipay et WeChat Pay, on est beaucoup plus rassuré. Parce que ça demande, le paiement électronique par Alipay ou par WeChat Pay sollicite beaucoup plus de points d'assurance, comme l'empreinte digitale, comme la reconnaissance faciale, comme etc., etc. Donc ce serait difficile, même si vous ramassez un portable de quelqu'un d'autre, vous ne pourrez pas utiliser sa porte-monnaie électronique, parce que ça nécessite une reconnaissance par l'empreinte digitale ou par la reconnaissance faciale. Tandis que cette fois-ci, la crypto-monnaie électronique
la crypto-monnaie est une monnaie courante. C'est un paiement courant que tout le monde peut utiliser, donc on ne peut pas demander un contrôle plus systématique. Voilà. Mais pourquoi la Chine a annoncé ce lancement maintenant? Est-ce que cela fait partie des gestes de soutien à l'économie qui est très durement touchée par le Covid-19 à l'heure actuelle? Je ne pense pas que ça fasse partie du plan de relance, comme on dit. Le plan de relance sert à relancer l'économie, à donner plus d'élan à la croissance, etc. Cette année, à cause de l'épidémie de Covid-19, il aurait fallu injecter plus de liquidités, donner plus d'élan à la croissance, etc. Mais le lancement de la crypto-monnaie yuan a été décidé il y a longtemps. Il a été préparé il y a très très longtemps. Donc, mais il arrive que cette monnaie électronique est lancée, est préparée à ce moment-là. Donc, ce n'est pas fait exprès, mais d'une certaine manière, si cette monnaie peut susciter, par exemple, la curiosité de la population, ça pourrait aussi servir à stimuler la consommation, par exemple. Qu'est-ce que cela va changer sur un plan, par exemple, sur le commerce extérieur de la Chine? Est-ce que cela va changer le moyen de paiement ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont être affectées, outre que la vie quotidienne de la population? Au départ, non. Cela ne va pas changer grandement notre commerce extérieur. Parce qu'on n'est pas encore habitué à ce genre de paiement. Mais si ce genre de paiement électronique présente beaucoup d'avantages, donc l'anonymat, la rapidité, la sûreté de la transaction, etc., etc., à la longue, je pense que plus en plus de monde, même les commerçants étrangers, pourraient aimer ce genre de crypto-monnaie. Et à ce moment-là, de plus en plus de monde utiliseront cette crypto-monnaie. Et à ce moment-là, comme le paiement en renminbi, donc en monnaie chinoise, aurait une base plus élargie, à ce moment-là, ça changera probablement un peu la forme du commerce extérieur de Chine. Mais c'est un long chemin à parcourir. Et on voit qu'aujourd'hui, dans le monde entier, beaucoup de pays ont mis sur leur agenda officiel une mise en place des crypto-monnaies, par exemple la Suède. Et aussi l'année dernière, Facebook a lancé Libra. C'est aussi une sorte de monnaie virtuelle qui a d'ailleurs suscité une forte polémique. Donc, comment voyez-vous, sur le plan plus large, cet intérêt dans le monde entier sur la crypto-monnaie? En fait, l'utilisation de la crypto-monnaie représente un peu un progrès technologique. Tous les pays du monde veulent faire une percée dans le domaine de la télécommunication. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a une tentation de faire avancer la recherche et l'application de la crypto-monnaie, ou l'avance de la crypto-monnaie fait partie de ce genre d'effort. Le problème, c'est que aux États-Unis, c'est une société privée qui a eu l'idée de lancer une crypto-monnaie, Libra, à la place du dollar, etc. Ça a suscité évidemment l'alerte du Parlement américain, mais aussi de la Réserve fédérale, donc de la Banque centrale américaine. Et donc, sous la pression à la fois du Parlement et de la Banque centrale, le Libra est un échec, parce que sans le soutien du pouvoir public, une crypto-monnaie ne peut survivre qu'à une échelle très limitée, comme Bitcoin. Ça ne peut pas toucher le grand public. Ça ne pourrait pas servir de moyen de transaction à la grande masse de la population. Tandis que la Chine est le premier pays à avoir réussi à lancer cette crypto-monnaie
qui serait au usage de tout le monde, de toute la population. C'est ça la grande différence. Alors, Voilà. si tous les pays, par exemple, ont réussi à lancer officiellement la crypto-monnaie, est-ce que cela va représenter une révolution profonde dans le système financier international? Cela dépend parce que il y a toujours un problème de taux de change. La crypto-monnaie est une valeur d'échange, etc. Mais entre différentes crypto-monnaies, il faut uniformiser le taux de change. On est loin d'arriver à un consensus là-dessus. Il y a toutes sortes de méthodes de mesurer en temps réel le taux de change sur le marché. C'est ce que Alibaba est en train de faire. Alibaba est en train de créer leur propre système de change instantané dans leur Alipay, dans leur système de Alipay, etc. Et d'autres pays, Libra, donc Facebook, Libra, avaient essayé aussi de faire ce genre de choses. Dans l'avenir, il y a encore des chemins à parcourir avant qu'on arrive vraiment à une solution de ce genre de choses, de ce genre de taux de change instantané entre différentes monnaies du monde. Voilà. Dans une interview précédente, j'ai vu que vous avez développé un point de vue, c'est-à-dire que le lancement de la crypto-monnaie est en quelque sorte lié, il y a une relation entre le lancement de la crypto-monnaie et l'hégémonie du dollar. Pouvez-vous nous expliquer davantage? Comment c'est lié? Oui, parce que en fait, jusqu'à maintenant, le dollar reste la monnaie prédominante dans le système monétaire international. C'est pour cela que les États-Unis, depuis ces dernières années, utilisent des sanctions financières contre les pays sur lesquels ils ont des vues un peu particulières. Mais en plus, ils sanctionnent des entreprises étrangères qui osent d'une certaine manière franchir les interdictions du gouvernement américain pour ce genre de choses. Et pour cela, les pays européens ont inventé un autre système de paiement, justement pour essayer d'écarter ce qu'on appelle le contrôle des Américains, parce que les Américains exercent ce qu'on appelle long arms jurisdiction. Long arms jurisdiction, c'est une espèce d'extraterritorialité qui concerne les entreprises qui osent faire du commerce avec des pays avec qui les États-Unis sont en conflit. Dans ce cas-là, le commerce international est en danger à cause de cette position monopolistique du dollar dans le système. Tandis que le système de crypto-monnaie chinois évite tout. La crypto-monnaie chinoise est comme de l'argent liquide. Il est anonyme, complètement anonyme. Donc, les gens utilisent la crypto-monnaie chinoise, n'ont pas peur d'être contrôlés ou d'être sanctionnés par le gouvernement américain. Et de ce point de vue, je pense que beaucoup de pays aimeraient bien utiliser cette monnaie pour faire leur commerce, pour faire leurs affaires, sans être dérangés par le long arms jurisdiction, par ce système judiciaire américain qui veut sanctionner tout le monde dans la mesure où cela dérange les Américains. Mais pour que cela soit possible, est-ce que, par exemple, le pays qui va faire du commerce avec la Chine, il doit disposer aussi du système de crypto-monnaie pour pouvoir éviter ce que vous avez mentionné, le long arm jurisdiction américain, ou est-ce que c'est possible que même si le pays ne dispose pas d'un système de crypto-monnaie, il peut aussi utiliser le système chinois?
Je pense que là-dessus, je ne suis pas très au courant des détails de transactions avec ça, mais je pense que dans la mesure où la crypto-monnaie du yuan est équivalente du yuan, il suffit d'avoir un compte bancaire en yuan pour pouvoir utiliser cette crypto-monnaie. Si vous avez, je sais pas, vous avez un compte bancaire en yuan, donc en monnaie chinoise, parce que dans les grandes capitales européennes, vous pouvez faire ça. Vous pouvez avoir un compte en yuan, en monnaie chinoise, à Paris, à Londres, à Francfort, à Zurich, etc. Dans beaucoup de pays européens, maintenant, vous avez ce qu'on appelle des marchés offshore du renminbi, donc le yuan. Vous pouvez trouver facilement des yuan, vous pouvez ouvrir un compte en yuan. Et si vous avez un compte en yuan, donc on peut facilement le convertir en crypto-monnaie du yuan et utiliser sans transaction par SWIFT, par exemple, par ce genre de système de paiement existant. Donc, c'est-à-dire que c'est en évitant d'utiliser le système de paiement que vous pensez que l'hégémonie du dollar vont être en quelque sorte menacées par ce... Affaibli. Parce que ça permettra à beaucoup de monde d'éviter d'être sous le contrôle de cette long arm jurisdiction. Alors, on a dit tout à l'heure que cette monnaie virtuelle, en fait, c'est un remplaçante de monnaie réelle. Mais est-ce qu'il y a un risque qu'il y a plus de risque d'inflation parce que, évidemment, on voit que émettre des monnaies électriques est quand même beaucoup plus facile que émettre de l'argent liquide. Oh, je n'y crois pas, ça revient même aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Pour connaître un peu le problème technique, il faut se référer au problème de notion monétaire. Ce qu'on appelle, on mesure la dimension de monnaie par ce qu'on appelle les M0. Puis, avec de l'épargne à court terme, ça s'appelle M1. Puis M2, M3, etc. La crypto-monnaie fait partie de M0. Donc le M0 fait référence aussi à l'argent liquide en circulation sur le marché. Donc c'est la même chose. Ça ne pourrait pas provoquer plus de pression inflationniste que l'argent vraiment imprimé. Donc le problème n'est pas là. Le problème n'est que le paiement électronique est jusqu'à maintenant très sûr. Mais on sait très bien qu'à un moment donné, le paiement électronique ou les transactions électroniques ou la transmission électronique, etc., était dérangé par des virus. Comme le Covid-19 est un virus dans la nature, il y a des virus qui dérangent cela, qui dérangent la sécurité de paiement ou de transactions électroniques. Donc il faut faire attention à garder un ambiance, un environnement sain, où il n'y a pas beaucoup de mauvais garçons qui veulent introduire des virus dans la transaction. Alors je vous remercie, M. Dingoufa, merci pour vos éclairages. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.